Bonjour à tous, bienvenue dans Grand Paris Live de nouveau, puisque l'émission a été arrêtée pendant les vacances d'été, en tout cas la période d'été, s'il n'a pas été de vacances pour tout le monde. Et donc, on est très heureux de vous retrouver sur Grand Paris Live, qui est le rendez-vous web des grands Parisiens. Alors, je rappelle que cette émission est produite par le Club des entreprises du Grand Paris et l'Institut des hautes études des métropoles. Ce sera d'ailleurs une des particularités de notre invité aujourd'hui. L'objectif de Grand Paris Live, je le rappelle, il est de proposer aux décideurs grands parisiens que vous êtes de partager les enjeux essentiels du Grand Paris, et ils sont nombreux, surtout en ce moment, et de parler évidemment aussi des métropoles, puisque Grand Paris, vous le savez, est une des villes-mondes. Alors pour ce faire, nous recevons des experts, des sachants, des élus, des praticiens, et c'est ce qui fait la richesse de cette émission et de ces échanges. Cette émission est un webinar, comme vous le savez, c'est-à-dire que vous pouvez la suivre en direct sur les sites et sur les réseaux sociaux. Vous êtes à peu près 200 en train de la suivre à cet instant, et vous serez peut-être plus dans les minutes qui viennent. N'hésitez pas à poser vos questions, il y a un chat. Posez vos questions le plus tôt possible et n'attendez pas la fin de l'émission, qui est calibrée pour une trentaine de minutes, et ça permettra de passer vos questions. Alors, Grand Paris Live, vous l'avez vu, puisqu'il y a eu une douzaine d'émissions déjà depuis cette crise du Covid, a axé les émissions sur deux thèmes ou deux angles. Le premier, c'était avec des élus, donc des collectivités locales, départements, régions, communes, territoires, la métropole du Grand Paris, et sur des angles relativement institutionnels ou politiques. Et la seconde série d'émissions était consacrée, et nous la continuons, au sujet de l'immobilier dans le Grand Paris, l'immobilier en général, hein, l'immobilier logement, tertiaire, activité. Alors pourquoi l'immobilier? Parce que on est parti d'un constat tout simple, c'est que tout le monde habite quelque part, sauf exception malheureusement, mais tout le monde est censé habiter quelque part et travailler quelque part, que ce soit chez lui ou sur un lieu de travail. Et donc la question de l'immobilier est fondamentale, et c'est un indicateur de la crise, ou pas. Donc nous allons parler aujourd'hui d'immobilier, et nous allons parler d'immobilier avec un représentant d'une entreprise particulière qui est Engie Air Nouvelle, et nous recevons Marc Domas qui remplace au pied levé Sylvie Dao, qui a été indisponible ce matin, et nous sommes très heureux d'accueillir Marc Domas. Et si je dis Marc, c'est parce que nous avons en plus un lien particulier, puisque Marc fait partie de la promotion 2018 de l'Institut des hautes études des métropoles, la promotion pionnière dont le parrain était Gérard Larcher. Et Marc nous dira peut-être quelques mots de son expérience à l'Institut des hautes études des métropoles et plus généralement de son expérience métropolitaine. Alors voilà, nous allons parler aujourd'hui de deux sujets, un qui intéresse fortement les grands Parisiens et les décideurs qui nous regardent. L'immobilier, on l'a dit, mais aussi l'énergie, parce que c'est un représentant d'un immense groupe, Engie, qui nous parle d'immobilier et de promotion. Donc, cet angle ou cette intersection entre l'immobilier et l'énergie est une particularité qu'on va développer aujourd'hui. Si le groupe Engie s'est lancé dans la promotion immobilière, Marc Domas va nous expliquer le pourquoi, quels sont les attendus, les objectifs, les raisons qui poussent un opérateur énergéticien à se lancer dans l'immobilier, d'autant plus que Engie Immobilier donc, a déjà remporté un certain nombre de succès et est engagé dans un grand nombre d'opérations, que ce soit sur le Grand Paris ou ailleurs, et elles nous seront présentées. Alors, ce qui nous intéresse aussi particulièrement, au-delà de l'activité de cette entreprise, ce sera un peu les questions que je vais poser à Marc maintenant. Comment l'offre d'Air Nouvelle, d'Engie Solutions, s'est organisée pendant la crise? Est-ce que les opérations ont été stoppées, accélérées, ralenties, modifiées? En gros, quel a été l'impact de la crise, qui n'est pas tout à fait finie, sur le périmètre d'activité et le cycle d'activité, le pipe, hein, d'Engie Solutions? Et puis, plus généralement, maintenant qu'on a un peu de recul, on essaiera d'échanger sur
le point de vue de Marc Domas sur la ville de demain. Bon, qu'est-ce que cette crise nous dit ou pas de ce que peut être ou doit être la ville de demain. Voilà. Après cette longue introduction, je suis heureux de passer la parole à Marc Domas. Marc, la parole est à toi. Merci Jacques, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je voudrais bien sûr excuser Sylvie Dao, notre présidente qui n'a pas pu être présente ce matin. Et puis bien sûr remercier Jacques et le club pour nous donner l'opportunité d'échanger sur ces différents sujets qui sont évidemment d'actualité et très importants aujourd'hui, mais probablement encore plus importants demain, par les conséquences que ça induit. Alors j'en profite pour présenter Air Nouvelle. Qu'est-ce que c'est qu'Air Nouvelle et qu'est-ce que c'est que NJ Solutions? Donc Air Nouvelle, nous sommes l'OFF, la filiale d'aménagement et de promotion du groupe NJ et d'NJ Solutions en particulier, logée dans une business unit qui s'appelle Ville et Collectivités. On s'appuie sur l'ensemble des composantes du groupe pour développer des projets aux côtés des promoteurs, des aménageurs et des collectivités. On est donc dans cette intersection entre l'immobilier, la ville et l'énergie, les mobilités. Puisque les énergies qu'on développe, le chaud, le froid, l'électricité, et les projets immobiliers qu'on déploie sont des projets extrêmement efficaces d'un point de vue énergétique, extrêmement faibles d'un point de vue impact environnemental, et insérés dans une ville, donc insérés dans la ville avec les composantes urbaines, et donc bien sûr les mobilités. Donc Engie, c'est une référence mondiale en matière énergétique, bas carbone. Il ne vous a pas échappé qu'il y a quelques années, le groupe a décidé de faire un virage stratégique majeur vers le bas carbone et de vendre la plupart, ou la quasi-totalité même, de ses actifs carbonés dans le monde. Et NJ Solutions, c'est la marque qui accompagne les villes et collectivités, les industries, les entreprises du secteur tertiaire dans une trajectoire vers la neutralité carbone. Cette entité, NJ Solutions, a 3 objectifs principaux. Optimiser l'usage des énergies et des ressources. Donc, la première question, c'est comment on évite de consommer, comment on évite de consommer du carbone, comment on évite de consommer des ressources non renouvelables. La deuxième, c'est le verdissement des énergies, parce que, évidemment, on a toujours besoin d'énergie, et il faut que ces énergies soient la plus verte possible. Et puis réinventer les environnements de vie et de travail, et ça c'était déjà le cas avant le Covid, et bien entendu avec la crise du Covid, c'est quelque chose qui va avoir un impact majeur sur l'ensemble de la société française sous différentes composantes, et la réinvention des environnements de vie, la réinvention des environnements de travail est aussi quelque chose de bien entendu extrêmement important. Donc nous, NJ Solutions Air Nouvelle, on couvre l'ensemble de ces 3 objectifs au travers des projets urbains, des projets d'aménagement, des projets de promotion qu'on développe. Et on incarne finalement la volonté du groupe de contribuer à la transition énergétique des territoires. On le sait, le bilan carbone de l'immobilier, c'est 30% du bilan carbone de la France, la mobilité de mémoire 20-25%. Et le groupe, via notre filiale Air Nouvelle, veut agir à cette échelle pour que l'immobilier, les mobilités soient le plus décarbonés possible. Et puis prend en compte également le fait que les énergies d'aujourd'hui et encore plus de demain sont des énergies qui se produisent localement, qui se distribuent localement, et les énergies de demain du bâtiment, donc le chaud, le froid, l'électricité, les biogaz et l'hydrogène, dans une certaine mesure, sont aussi des énergies pour les mobilités. Donc on est sur cet interstice, je reprends ton terme tout à l'heure, qui fait que c'est un enjeu majeur. Donc, on met dans nos projets l'excellence environnementale au cœur de la stratégie des projets, c'est-à-dire que pour nous, le critère numéro 1 d'un projet sur lequel on travaille, c'est qu'il faut que l'excellence environnementale soit un critère stratégique majeur. On ne veut pas travailler sur des critères qui ne cherchent pas à dépasser la norme. En fait, on cherche systématiquement à aller plus loin que les normes en matière d'environnement. Et on y intègre les questions de bioclimatisme, les questions de bas carbone, les questions de production décentralisée, les questions d'infrastructure énergétique, les questions de mobilité verte, donc bien sûr des vélos, bien sûr du libre partage, et bien sûr des bornes de recharge, des bornes de distribution de ces énergies dont on vient de parler. Alors peut-être, Marc, pour remettre les idées au clair par rapport à un habitant du Grand Paris, ouais. Ce que tu nous dis là,
ça se déploie vraisemblablement, et tu vas peut-être nous préciser, à 2 stades d'un projet immobilier. Il y a celui de la construction, Oui. Évidemment de la conception, mais de la construction. Et là, il y a peut-être, si je reprends les 3 objectifs, éviter de consommer, verdir les énergies et les localiser, et créer un environnement de vie et de travail qui soit adapté. Ça relève de la bonne conception et de la construction. Puis après, il y a la vie. Il y a Oui. la vie non seulement du bâtiment. Donc peut-être que là, il faudrait que tu nous expliques comment, au cours de la vie même du bâtiment, vos objectifs se déclinent. Et puis il y a la vie de l'habitant ou du travailleur si c'est un salarié. Et donc, en particulier sur on va dire ces 2 phases, la phase de construction d'une part et la phase de vie du bâtiment ou dans le bâtiment, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de ce que vous faites de différent par rapport à d'autres promoteurs classiques? Oui, bien sûr. Alors, je disais à l'instant qu'on a 2 grands différenciants stratégiques, enfin 3 évidemment. Le premier, c'est qu'on appartient au groupe Engie dont je viens de parler, je ne refais pas l'article. Le deuxième, c'est le fait que l'excellence environnementale soit un facteur numéro 1 de décision pour nous. Et le troisième, c'est le fait qu'on a une capacité, via le groupe Engie, à être investisseur aux côtés des aménageurs, aux côtés des collectivités, dans le temps, sur toute la dimension infrastructure énergétique, donc production locale, distribution locale, mix énergétique local et exploitation de ces systèmes d'énergie et de mobilité. Donc ça, pour donner un exemple concret, on est sur 2 projets grands parisiens. Un projet qu'on développe autour de la gare Pleyel, qui s'appelle les Lumières Pleyel, qui est un magnifique projet mixte de 170 000 m² environ, où on développe à la fois des logements libres, des logements sociaux, du tertiaire, du commerce et un certain nombre d'activités culturelles et sportives sur cet ensemble-là. Notre parti pris, ça a été de faire un projet très ambitieux sur le volet environnemental et avec une production locale renouvelable extrêmement importante. Et notre parti pris également, c'est d'être l'investisseur et de garantir à la collectivité, de garantir aux futurs usagers, habitants et entreprises, que la signature environnementale du projet soit très bonne. Donc là, Production locale d'énergie, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire des plots de géothermie dans le sous-sol, pour produire à la fois du chaud et du froid, donc du chaud l'hiver et du froid l'été. Ça veut dire spécifiquement la géothermie, spécifiquement sur ce projet ou en se raccordant à un autre réseau? Alors, les 2 en général. On part du principe que les réseaux de chaleur et les réseaux de froid sont des réseaux implantés par les collectivités et que l'efficience énergétique de ces réseaux est très bonne et qu'en plus, le verdissement de ces réseaux est en marche puisque la TVA de ces réseaux est inférieure à 20% à 5% lorsque le taux de NR est supérieur à un certain pourcentage et ce pourcentage ne cesse d'augmenter. Donc, à travers ces réseaux, on verdit progressivement la chaleur et le froid de ces réseaux. Donc nous, évidemment, quand il y a des réseaux, on s'y raccorde, mais aussi on cherche à produire localement un potentiel renouvelable pour nous-mêmes être contributeurs de notre propre énergie renouvelable et participer au verdissement du chaud et du froid de l'ensemble du réseau. Ça, comment on produit de l'énergie dans un projet immobilier? Je te disais à l'instant, alors il y a plein de façons. Donc à Pleyel, on a pris le cas de la géothermie. D'autres façons, on peut produire du chaud et du froid sur tout ce qui est eau usée. Donc vous savez que les eaux usées quand on a des gros débits, sont finalement un fluide à température constante ou quasi constante avec lequel on peut échanger de la chaleur et du froid. Et donc on peut récupérer des calories et de la frigorie sur ces systèmes-là. On peut aussi le faire sur des rivières ou des plans d'eau d'une façon plus large. À Rennes, par exemple, où on a un magnifique projet de rénovation urbaine, on est à proximité de la Vilaine et on va faire un système d'aquathermie pour récupérer de la chaleur et du froid également. C'est quoi l'aquathermie? L'aquathermie, c'est un principe qu'on développe dans plusieurs endroits en France. Dès qu'on a une quantité d'eau suffisante et un débit d'eau suffisant, c'est simplement quand en hiver, on donne du froid à l'eau et on récupère la chaleur de la rivière ou de la mer, et donc avec ça, on chauffe
les logements ou les bureaux à côté, et vice-versa en été, c'est-à-dire qu'on donne de la chaleur à l'eau et on récupère du froid pour refroidir, rafraîchir les bureaux et les logements. Donc ça, c'est pour la thermie. Et puis pour la partie électrique, il y a deux systèmes principaux. Le photovoltaïque, qui est un système largement éprouvé et dont les coûts de production énergétique baissent tous les ans de façon assez impressionnante. Donc on a quelque chose d'extrêmement compétitif aujourd'hui. Avec des panneaux toujours faits en Chine? Avec des panneaux, dans certains cas, faits en Chine, mais de plus en plus réindustrialisés en France et en Europe. On a de plus en plus de fabrication européenne sur ces panneaux-là, mais avec une durée de vie très longue. Et effectivement, c'est un des enjeux de la France et de l'Europe de réindustrialiser en général, mais en particulier probablement pour les énergies renouvelables qui sont un potentiel de développement très important. Et puis, on a un autre vecteur énergétique intéressant pour l'énergie électrique, c'est le biogaz, qui est produit souvent à travers de déchets ménagers. Donc, on produit biogaz qu'on brûle pour transformer en chaleur et en électricité, ou l'hydrogène qu'on peut aussi produire, qui est plutôt un élément de stockage et de redistribution assez efficace et aussi très vert. Le biogaz, je suppose que même à l'échelle d'un très grand projet, puisque tu as parlé de plus de 100 000 m² de bureaux ou de logements, est-ce que ça produit suffisamment de déchets pour produire localement du biogaz qui va être réutilisé? Peut-être pas quand même, si? Alors si, ça produit suffisamment, mais ça produit jamais tout, en fait, hein. Les énergies renouvelables, l'intérêt et la réalité des énergies renouvelables aujourd'hui, c'est qu'elles sont forcément multivectorielles et qu'on peut pas... Le mix. Voilà, on ne peut pas tout faire avec une seule énergie, on ne peut pas tout distribuer avec une seule énergie, et donc il faut développer des systèmes de mix énergétiques, et qui sont souvent mix thermique électrique. Et c'est cette richesse-là qu'on arrive à mettre en place dans les projets immobiliers qu'on fait. D'accord, donc ça c'est une particularité, c'est ce que je comprends, du métier ou des offres de métier d'Air Nouvelle. Oui, alors on parle beaucoup d'énergie parce qu'évidemment on s'appelle Engie, mais évidemment notre sujet ne s'arrête pas à l'énergie, hein, et sa distribution aux bâtiments ou aux mobilités. On travaille beaucoup également sur la question du bioclimatisme, donc comment on fait en sorte que les bâtiments soient les moins consommateurs possibles. On travaille beaucoup aussi sur la biodiversité, comment on fait en sorte que les projets immobiliers sur lesquels on travaille favorisent la biodiversité urbaine. Et là on a un groupe de travail de recherche avec un doctorant chez nous, avec le Muséum national d'histoire naturelle, qui a une chaire sur la biodiversité urbaine. Ça veut dire quoi, la biodiversité urbaine? La biodiversité, c'est qu'on analyse un site immobilier au travers du prisme de la trame verte et de la trame bleue, et on cherche à comprendre ce qui se passe autour de ce site, et ce qui se passe sur le site, hein, parce qu'il y a aussi souvent des questions de biodiversité déjà existantes, et comment on fait en sorte que cette biodiversité soit favorisée, qu'elle s'y développe à travers un projet immobilier, plutôt que de considérer que le projet immobilier va détruire une partie de la biodiversité. Donc on parle de refuges pour les végétaux, pour la faune et pour la flore. On parle de développer des expérimentations de biodiversité urbaine avec le MNHN. On parle de tout un tas de choses assez intéressantes. Et puis on parle aussi de faire de la biodiversité un vecteur de communication auprès des habitants aussi, parce que cette biodiversité urbaine, il faut aussi que ce soit un plaisir pour les habitants qui y vivent. Gadget ou tendance lourde? Pour moi, tendance lourde, hein. Jacques, tu me connais suffisamment pour savoir que je suis très convaincu sur cette question environnementale. Et pour moi, c'est une tendance lourde. Je pense qu'on l'a vu à travers les dernières élections, on le voit à travers les questions générationnelles là, qui arrivent, hein. Les quarantenaires, les trentenaires et les suivants sont des générations extrêmement empreintes d'environnement. Et on a en ville, peut-être plus qu'à la campagne, un besoin viscéral, je pense, de nature. Et c'est beaucoup plus qu'un gadget, je pense. C'est une vraie façon de concevoir la ville, de concevoir l'immobilier, et je pense que c'est un atout pour la planète, mais c'est un atout pour y vivre et pour y travailler.
Alors, je vais préciser ma question. Évidemment, gadget, c'était provocateur. Ce que je veux dire par là, c'est que les plus ou les bénéfices supplémentaires qui peuvent être apportés, tram vert, tram bleu, biodiversité, nature en ville, etc., quelle part fais-tu ou faites-vous chez toi entre le réel impact qu'il peut y avoir sur la biodiversité et l'idée qu'on s'en fait ou le ressenti que se fait l'habitant ou l'usager? Est-ce qu'on est dans c'est l'idée que je me fais d'eux, donc on est un peu dans le mythe, mais un mythe est très positif, hein, c'est pas pour le limiter, ou est-ce qu'il y a réellement quelque part plus de petits oiseaux, plus de telle ou telle plante, moins de ceci ou de cela? Est-ce qu'entre le quantitatif réellement observé marginalement, hein, Ouais. et l'idée qu'on s'en fait, comment apprécier tout ça? Bah, je pense que, Notamment peut-être au travers d'indicateurs, est-ce qu'il y a des indicateurs particuliers? alors, il y a des indicateurs qui sont développés notamment par le MNHN. Il y a un label aussi biodiversité qui est développé sur ces questions-là, donc qui permet d'objectiver ce qu'on fait, hein, Oui. et puis, dans un certain nombre de cas, de quantifier les succès de ce qui a été développé. Évidemment, la biodiversité, c'est pas quelque chose qui se met en place instantanément, donc ça prend du temps. Donc, les expérimentations et les quantifications nécessitent de prendre du temps. Moi, ce que tu disais est très juste, c'est-à-dire que je crois qu'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de mauvais procès à faire à cette question-là. Il y a une bonne intention de départ qu'il faut arriver à convertir en quantification. Mais il faut surtout entretenir la bonne intention, parce que c'est toujours pareil. Le ressenti fait partie des éléments positifs et fait partie de l'acceptation et même du souhait de plus de biodiversité. Et chemin faisant, avec des méthodes quantitatives scientifiques, hein, que développent tous les scientifiques de la question, on arrive à améliorer ça, on arrive à améliorer la qualité de vie de la faune et de la flore locale. Après, j'ai pas de réponse précise, pour être honnête, sur le nombre d'oiseaux, le nombre de moineaux qui sont générés par mètre carré tertiaire. Mais, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que si on ne le fait pas, entre guillemets, c'est pire, et ça, ce serait quand même dramatique. Et non seulement c'est pire pour la faune et la flore, mais c'est pire aussi pour la valeur immobilière du projet, hein. Donc, ça, c'est du win-win comme situation, je pense. Alors ça m'amène à te poser une question sur, puisque là on voit bien que les questions environnementales, selon comment elles sont approchées et traitées, peuvent être un frein ou un moteur, Oui. peuvent créer de la valeur, mais peut-être ralentir la production. Bon, tout ça est très ambigu et très délicat. Mmh. Ça m'amène à te poser la question sur globalement les 5 ou 6 mois enfin un peu moins de crise que nous avons tous connus par rapport au business, hein, de ta société. Est-ce que ça a eu un impact? Lequel? En termes de production, de projet, très directement, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4-5 mois? Alors, je mentirais si ça n'avait pas eu d'impact. À deux échelles, l'impact. Le premier, c'est à l'échelle NJ Solutions. Donc, je vous ai dit, 50 000 collaborateurs, à peu près 10 milliards d'euros d'activité en France. D'abord, évidemment, on a une cellule de crise qui se met immédiatement en place, H24, 7 sur 7, avec 3 objectifs principaux. Le premier, c'est la santé de nos salariés, bien sûr. Le deuxième, c'est de limiter la propagation du virus pour nos salariés, pour leurs familles et également pour l'ensemble de la vie civile. Et puis le troisième, enfin je l'ai dit 1, 2, 3, mais ce n'est pas un ordre de priorité, c'est 3 objectifs qui sont équivalents, hein. Le troisième, c'est de garantir la continuité de service des grands services de l'État et des grands services qui ont permis à la France de fonctionner pendant cette période. On a parlé de réseau de chaleur, hein. Évidemment, si on arrête de chauffer les logements, qu'on arrête de chauffer les hôpitaux, c'est extrêmement problématique. Donc nous avons un certain nombre d'infrastructures critiques qui nécessitent des plans de continuité et la mise en place de plans de continuité. Et nos équipes ont été formidables sur ces plans de continuité. Alors, bien sûr, les infrastructures, les hôpitaux, on intervient beaucoup dans le domaine hospitalier pour tout ce qui est traitement de l'air, traitement des fluides hospitaliers, bien au-delà, bien sûr, des questions énergétiques, hein. Et ça aussi, ça a été extrêmement important pour nous. Donc, on a mis le focus très important. Et puis, toute la chaîne, infrastructure, transport, chaîne du froid alimentaire, toutes ces questions-là où on s'est dit, bah, dis donc, heureusement qu'ils sont là, toute cette industrie alimentaire, parce que sinon, on serait. Et ça a très, très bien tourné, hein. Il faut quand même reconnaître
On n'a jamais été en difficulté sur ces questions-là. Et donc, nous aussi, on a apporté notre pierre à l'édifice sur cette question-là. Donc, là, tu nous parles d'Engie au sens large. Là, je parle d'Engie. Ouais, je parle d'Engie Solutions essentiellement, qui sont les entités qui sont au contact des territoires et au contact des entreprises pour, en back-office quelque part, hein, leur permettre de continuer de fonctionner. D'accord. Après, bien sûr, à l'échelle de... Alors, on a aussi eu quelques actions de solidarité. On a beaucoup de véhicules, 50 000 collaborateurs, c'est beaucoup de véhicules. On a mis à disposition des véhicules, de près de 2000 véhicules pour les personnels soignants qui n'en avaient pas, pour qu'ils puissent se faciliter, etc. Donc, l'entreprise Engie et Engie Solutions se sont extrêmement mobilisés pour permettre cette continuité. Après, à l'échelle d'Air Nouvelle, pour descendre d'un cran, nous, on a basculé en 100% de télétravail instantanément. L'ensemble des équipes a été là aussi fantastique, extrêmement mobilisé, très galvanisé finalement par cette situation inédite et avec la volonté d'avancer et de faire avancer nos projets. Donc ça, on a, je crois, voilà, une équipe très, très motivée et très enjouée sur ces questions. Et vous avez réussi à maintenir un pipe sur les projets en suspens Alors, on a réussi à maintenir le pipe, alors deux pipes, hein, le pipe des projets en concours, hein, le pipe des projets sur lesquels qu'on développe. Ça, c'est un pipe qui n'a pas été stoppé par nos partenaires, collectivités aménageurs. Donc, on a continué à travailler, d'autant plus qu'on avait des très, très gros enjeux sur des très gros dossiers. On parlait de JO tout à l'heure. Pendant cette période. Donc souvent, il y a eu quelques décalages de quelques semaines sur les remises ou sur les auditions, mais on a fait des auditions en full Teams. Donc comme quoi la résilience quand même est assez impressionnante. Et je crois que c'est une des grandes leçons aussi de cette crise, hein, c'est qu'on arrive quand même à faire beaucoup de choses, pas à tout bien sûr, mais on arrive à faire beaucoup de choses. Et là, ça a été effectivement une grande mobilisation des équipes, une nouvelle façon de travailler, mais on a réussi à faire des choses assez exceptionnelles. Et puis, sur les chantiers, pour le coup, on a dû stopper pour les contraintes sanitaires, dans le strict respect des consignes. Et on a redémarré dès que c'était possible, dans le strict respect des consignes également. Plutôt très bien, là aussi, merci à nos partenaires entreprises qui ont joué le jeu de se remettre en route très rapidement avec la mise en application des consignes qui ont été distribuées par la fédération. Voilà. On a aussi beaucoup travaillé sur nos travaux de fond, hein, les méthodologies, projets, etc., sur lesquels on travaille en permanence sur l'amélioration continue de l'excellence environnementale de nos projets. Plutôt optimiste, confiant, serein sur la reprise ou encore incertain? Alors, entre les deux, moi je suis d'un naturel assez optimiste. Là aussi, je crois que tu me connais assez bien pour ça. Donc, on pense qu'il y a une forte résilience de l'immobilier en général aux crises, et c'est ce qu'on a pu constater par le passé. Les grandes crises 2000, 2008 ont été des crises, mais qui ont été vite reprises par l'immobilier. On voit que les pouvoirs publics aussi prêtent une attention particulière à l'immobilier, donc on est aussi très content sur cette question. Il y a quelques clignotants sur le logement quand même, de la part des banques, quelques restrictions, des taux qui augmentent, des conditions qui sont plus sévères. Oui, bien sûr. Une production qui n'est peut-être pas à la hauteur des besoins. Alors, il y a quelques clignotants. Alors, c'est assez ambigu la situation, parce qu'il y a des clignotants sur ce que tu viens d'évoquer, sur les banques. Il y a aussi des clignotants sur le fait que, en fait, on a eu un double phénomène qui s'est cumulé. On a eu le phénomène Covid, puis on a eu le phénomène du calendrier électoral, puis on a eu le phénomène de l'été. Donc, et puis dans un certain nombre de métropoles, les équipes municipales ont changé. Donc, évidemment, il faut qu'elles s'approprient les nouveaux dossiers, etc. Donc, cet enchaînement a été finalement assez propice à ne pas accélérer la mise en route de nouveaux projets. Donc ça, c'est plutôt le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide, pardon. Le verre à moitié plein, on voit que, comme je disais, l'État, la Caisse des dépôts se mobilisent fortement pour lancer des programmes de rénovation, pour lancer des VFA sur des logements sociaux. Et puis le fait qu'il y ait moins de volume produit tire le marché un peu vers le haut aussi, de façon assez contre-intuitive. On se rend compte que ces équilibres-là sont des nouveaux équilibres, mais qui sont en train de se trouver. Alors, il y aura de toute façon moins de volume produit cette année.
on ne peut pas s'arrêter 3-4 mois sans que ça ait un effet évidemment direct sur les volumes d'activité. Mais je crois et je veux croire que l'année 2021 sera une année mieux stabilisée et avec des projets toujours plus ambitieux d'un point de vue environnemental. Alors pour terminer, tu as cité le mot de métropole. Deux questions, une question très factuelle. L'Institut des hautes études des métropoles auquel tu as participé donc, lors de la première promotion, la promotion inaugurale, qu'est-ce que le point de vue du professionnel que tu es sur les métropoles a changé, ou qu'est-ce que, en 2-3 mots, qu'est-ce que tu as pu peut-être retenir de ce parcours, de cette expérience, et plus globalement, est-ce que les métropoles au sens large, en tout cas en France, pour ton entreprise, sont une opportunité, un enjeu fort, et en quoi particulièrement, peut-être, vous avez des offres spécifiques sur ces métropoles? Oui, ok. Alors, donc, sur le premier point, l'Institut des hautes études des métropoles, je suis ravi d'être auditeur, parce que j'étais auditeur, mais on est auditeur à vie, comme tu le dis. Exact. Je suis toujours auditeur. Non, c'était une opportunité fantastique pour moi d'être dans ce groupe, parce que c'est un groupe de 20-25 personnes. Je crois que le format est toujours à peu près le même en termes de nom, et avec une mixité Paris-Province, public-privé, particulièrement bien mise en place par toi et Doris, et un casting, je trouve, qui fait attention aussi à ce que ça fonctionne bien. Donc moi, je prête aussi une grande attention à ça. Je crois que l'ambiance et la qualité des échanges, enfin l'ambiance fait la qualité des échanges, et la transparence et la fluidité, et vous réussissez parfaitement cet exercice. Et puis le fait d'être au contact des différentes métropoles, grandes métropoles françaises, qui sont un enjeu sociétal évidemment, sociétal, public, politique, etc., extrêmement économique, j'en passe, extrêmement important, fait que quand on visite ces métropoles, quand on a l'intervention de grands experts, quand on échange avec des praticiens du quotidien, on apprend beaucoup. Et moi, ça m'a beaucoup appris, et ça continue de m'apprendre beaucoup, puisque je continue de temps à autre à participer d'une oreille à quelques interventions. Après, nous, à l'échelle Art Nouvelle, tu dis, est-ce que les métropoles sont des opportunités pour nous? Naturellement, les métropoles sont des métropoles qui ont une croissance démographique significative dans quasi toutes les métropoles, donc qui ont des besoins divers et variés. Et pour ce qui m'importe, l'aménagement et la promotion, évidemment, les besoins sont naturels. On a aussi vu à travers le Covid, je trouve que le Covid a été un facteur d'accélération pour la prise en compte d'un certain nombre de sujets. On a beaucoup parlé d'environnement, on a beaucoup parlé d'énergie, pour insister un tout petit peu sur le volet mobilité dont on a peu parlé jusqu'à présent. On a vu que les mobilités dans la plupart des métropoles, les mobilités vertes et notamment les vélos se sont installées. On voit qu'il y a des plans d'équipements en bornes de recharge électrique extrêmement importants qui sont en train d'être développés. Donc la bascule de la mobilité verte est en train de s'opérer, et c'est à l'échelle métropolitaine que ça se passe. Nous, à l'échelle de nos projets de quartier, les mobilités sont des sujets qui nous importent énormément. On cherche quasiment systématiquement maintenant à développer ce qu'on appelle des opérateurs de services urbains qui allient énergie et mobilité, dans lequel on développe des projets de parking, des parkings qui sont le plus souvent en superstructure, parce qu'on voit bien que la mobilité de demain, il y aura probablement beaucoup moins de voitures en zone dense, de voitures particulières, beaucoup plus. Superstructure, ça veut dire en silo, ça veut dire quoi? Ça veut dire des parkings en silo, ça veut dire aussi des parkings qui demain seront réversibles, parce que les quantités de voitures qu'on a aujourd'hui à titre particulier dans les villes seront nécessairement beaucoup plus faibles demain. Donc il faut des parkings réversibles qu'on puisse faire évoluer en commerce, en bureau, en logement, et puis qui s'adaptent en permanence. Et c'est aussi pour ça qu'on est engagé dans le long terme dans ce type de sujet. C'est que on souhaite, Engie, être un acteur local de ces quartiers, un acteur local des villes, pour y adapter le mix énergétique, pour y adapter le mix des mobilités, et pour modifier les infrastructures d'énergie, de mobilité avec les parkings dont on vient de parler, aux attentes et aux besoins qui seront ceux de demain. Quand on dessine des sujets d'énergie aujourd'hui,
il y a fort à parier que dans 10 ans, ils seront différents. Et quand on dessine de la mobilité aujourd'hui, il y a fort à parier également que dans 10 ans, c'est différent. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui s'engage à long terme là-dessus. Très bien. Si j'ai un petit mot de conclusion, je vois que le temps, peut-être que tu voudras évidemment en ajouter un. Moi, je crois que la transition environnementale, elle s'impose à tous. C'est une question qui est pour tout le monde, pour les citoyens, pour les élus, pour les entreprises, dans toutes les géographies, dans le milieu dense comme dans le milieu périurbain, parce que on peut travailler dans le milieu dense et vivre dans le milieu périurbain et vice-versa. Et elle impacte au plus haut point les questions d'aménagement et des projets immobiliers. Et la filière d'aménagement de promotion avec laquelle on est en contact permanent, on fait beaucoup de partenariats de copromotion et de coménagement. Elle est prête à répondre à cette question-là. Et elle est prête à répondre aux attentes des collectivités sur ces questions-là. Et nous, bien sûr, on est un acteur très engagé sur cette question avec un certain nombre de réponses très intéressantes. Très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup. Marc, merci beaucoup de cette intervention. C'était donc le Grand Paris Live de Marc Domas, directeur général de Air Nouvelle. À bientôt et on se reverra d'ici une quinzaine de jours sur le Grand Paris Live avec des nouveaux invités. Au revoir à tous. Merci.